est-ce que vous pouvez nous rappeler votre rôle du 7 janvier lors des attentats, ce que vous avez fait? Bon, le 7 janvier, moi j'étais dans le magasin, c'était vers... on avait reçu un congélateur, une congelée vers 11 h. J'avais mis le congelé comment ça s'appelle, aux réunions avec mon collègue qui est mort. On a mis les autres parce que moi, chaque vendredi, je finirai à 13 h pour aller à la mosquée. Vers midi 45, 50 comme ça, ils m'ont donné tous les restes des congélateurs. Congelés, ils m'ont dit de déstocker en bas, comme ça j'ai pris mes affaires pour rentrer à la maison. Quand je suis descendu en bas, au bout de 10 minutes, même pas 10 minutes, j'entends un tic de pétard dans le magasin. Mais moi, je crois que c'était ailleurs, quoi, parce que le magasin il est situé vers la périphérie. Moi, je crois que c'était un pneu qui est cassé. Mais ça a répété une deuxième fois, une troisième fois. Je me suis arrêté quand même. Quand je me suis arrêté, je continué à travailler. C'est à ce moment que je vois les clients, il y a une porte. C'est un escalier métallique. Voilà, il n'y a qu'une personne qui peut descendre. Mais il y a presque une vingtaine de personnes qui sont bousculées pour descendre en bas. On avait mis une palette de vin juste à côté des escaliers. En descendant, ils ont pété la palette. Dehors, c'était que des vins qui est caché. Il y a beaucoup de gens qui couraient et disaient que les terroristes sont rentrés dans le magasin. Bon, comme la porte était ouverte, moi j'étais en train de ranger les congélateurs. Il y a presque une quinzaine de clients qui sont venus avec moi. On était tous rentrés dans les congélateurs. Il y a notre frère qui est à côté, là où on mettait les yaourts. Il y a des gens aussi qui sont rentrés là-bas. Nous, on est restés là-bas presque 10 minutes. Après 10 minutes, les terroristes, il a envoyé un des collègues pour venir récupérer la clé des magasins. Nous, on était dans le congélateur. Quand j'ouvre la porte, j'entends l'escalier, quelqu'un qui descend l'escalier. Moi, je crois que c'était un terroriste qui descend. J'ouvre la porte pour voir ce qui. Quand j'ai vu ma collègue, j'ouvre la porte. Il me disait, il demande la clé des magasins. Moi, je pose la question, je disais, c'est braquage ou c'est quoi? S'il veut de l'argent, ouais, on a la clé, il donne les clés, il prend de l'argent. Il me disait, non, pas, il ne veut pas l'argent, lui, il est venu pour nous tuer. Bon, j'ai commencé à poser des questions, il y a des morts ou il y a des blessés. Il me disait, non, je ne sais pas encore, mais quand même, il y a des personnes qui sont tombées, mais je ne sais pas s'il est mort ou pas. Bon, à ce temps, il y avait mon collègue aussi qui était, mon directeur adjoint aussi qui était cassé en bas. Je lui ai cassé derrière la palette. Après, j'ai appelé, on a récupéré les clés, on a donné. Ils ont monté là où ils ont fermé tous les portes des magasins. Bon, après quelques minutes encore, les terroristes, il a envoyé encore une deuxième fois de venir nous appeler en bas. Si on ne monte pas là-haut, il va tuer tous les gens là-haut, après il descendra en bas. Bon, c'était là qu'il y avait eu les paniques. Il y a tout le monde qui me posait des questions, comment on va faire, parce que j'étais tout seul en bas, ils connaissaient des magasins. Est-ce qu'il y a des sorties pour secours par en bas? Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, moi, j'ai posé ce que je peux faire. Je disais que bon, là, on n'a pas de solution de sortir en bas parce qu'il n'y a pas de porte secours par en bas. La seule chose qu'on peut faire, c'est prendre des monte-charges. Juste en monte-charge en face, 1,50 m comme ça, il y a une porte secours. Bon, ils ont dit non, ce n'est pas de bonne idée. Le monte-charge, ça fait le bruit. Et puis en sortant du monte-charge, on ne sait pas s'il va nous attendre devant la sortie. Bon, ils ont dit que ce n'est pas une bonne idée. Bon, moi, je disais que j'ai que ça comme possibilité. Bon, après ça, il y a mon directeur adjoint et une cliente qui ont pris la décision. Et ils ont monté là-haut, ils ont rejoint d'autres otages là-haut. Moi, je restais avec le groupe. Bon, j'ai posé des questions. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez rester là ou vous voulez monter ou vous voulez venir avec moi? Ils disaient qu'ils préféraient rester en bas. Bon, je disais, OK, vous voulez rester là, vous pouvez rester en bas. C'est là que j'ai mis tous les otages en bas, dans la chambre froide. J'ai fermé. J'ai coupé les moteurs parce qu'il faisait froid. J'ai coupé les moteurs. Il y avait aussi un enfant aussi qui était avec nous. Il a eu 1 an et demi comme ça. Qui commençait à pleurer parce qu'en descendant, je crois qu'il a fait une choc. Il avait mal au poignet. Il y a une dame qui nous a dit, est-ce qu'on a des bouteilles d'eau pour vous donner? Je disais non, on n'a pas de bouteilles d'eau en bas. On a des canettes. Bon, il me disait, il faut donner des canettes. On a donné des canettes et il était calme. Bon, c'est là que moi j'ai pris des sons, j'ai coupé les moteurs. Bon, avant de sortir, j'ai demandé d'éteindre leur téléphone ou ils mettraient viveur. Bon, c'est là que moi je suis parti par le monte-charge. À cet temps, le monte-charge, il était au premier étage. Quand j'ai appuyé, je me suis cassé pour voir s'il est terroriste, s'il n'est pas dedans. Quand j'ai regardé, il n'y avait personne. Je suis sorti.
Mais quand je sors encore de Montsars, juste à côté, il y a un autre accès aussi qui donne des magasins. Si le touriste il est en face des magasins, il peut me voir sortir. Bon, quand je suis sorti de Montsars, avant de sortir, j'ai regardé à côté, gauche à droite. Je n'ai pas vu. Quand je n'ai pas vu, je me suis barré vers la porte. La porte aussi, on a mis une barrette pour bien protéger pour les voleurs. Quand je soulevais les protections, j'ai jeté, ça fait le bruit. Après, ça donne de suite l'accès vers la périphérique. Quand on est sorti dehors, à ce temps, les policiers sont tous arrivés au moment. Ils m'appellent par l'air, arrêtez-vous, arrêtez-vous, mettez-moi à l'air. Mais ma tête, je ne sais même pas quoi faire. Bon, quand même, j'ai pris les bonnes décisions, je m'étais mis en tête. Ils m'appellent, quand j'avançais vers, je crois, j'étais 100 mètres vers eux. Ils m'ont dit de coucher. Je me suis couché. J'ai commencé à marcher vers la main. Quand ils disent stop, je me stop. Quand ils disent avance, avance. Après, ils sont venus, ils m'ont fouillé, ils m'ont rien trouvé. Ils m'ont mélotté, ils m'ont ramené, ils m'ont mis dans une voiture jusqu'à. J'étais mélotté quand même 1h30. Ils me posent des questions. Il y a presque vingtaine ou trentaine de policiers qui viennent m'interviewer et qui viennent me poser les mêmes questions. Je me disais que moi, je suis rien, j'ai travaillé pas casser. Ils disaient, c'est quoi les preuves que vous travaillez ici? Je disais, bon, je n'ai pas la carte, mais quand même, je travaille ici. Vous avez pris mon plaisantier. Si vous ne me croyez pas, bon, il n'y a personne ici pour vous le prouver. Voilà. Bon, après, quelques minutes, 1 heure après, ou 1h30, j'ai notre collègue aussi qui ont su que le magasin il est attaqué. Ils ont venu sur le lieu. Quand ils sont venus sur le lieu, moi j'étais sur les voitures, mais je regarde dehors tout ce qui se passe dehors. Après, je vois mes collègues très loin. Je disais, les policiers, c'est des gens qui sont là, c'est mes collègues. Après, ils ont dit, OK, on va l'appeler. Ils sont venus, ils ont dit, est-ce que vous connaissez lui? Il dit, ah, ouais, on connaît, c'est un employeur de Hypercacher. C'est là qu'ils m'ont écrit, ils me disaient, bon, c'est ce que vous voulez qu'on travaille ensemble. Bon, je disais, ouais, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais avant ça, est-ce que vous avez un téléphone pour que je puisse appeler ma famille pour vous dire que je suis sorti? Bon, ils m'ont donné le numéro, en ce temps, mon téléphone s'est éteint, j'ai aucun numéro dans la tête. Je me suis un peu... Je n'ai pas appelé mes parents, mais c'est là qu'ils m'ont demandé est-ce que je peux dessiner les plans de magasin. J'ai dessiné les plans de magasin. Après ça, mon directeur aussi qui était sorti du magasin, qui a pris les balles aux épaules. Il avait les clés sur le cou. Quand il avait les clés, les pompiers ils ont récupéré, ils ont ramené à l'hôpital. Les policiers ils ont récupéré les clés. Mais il y avait presque vingtaine de clés. Je ne sais pas quelles clés qui devaient ouvrir les magasins. Moi j'étais là, ils m'ont demandé est-ce que vous connaissez ces clés. Je disais ouais. J'ai sorti tous les clés parce que la porte, on a une porte volée et des vitres. J'ai donné tous les deux clés. Bon, on a préparé les sauts, j'ai resté avec les policiers jusqu'à la fin des sauts. Bon, les policiers, ils ont eu le contact aussi avec un des otages dans les magasins. Ils demandent est-ce que les terroristes, ils vous fait quoi? Ils vous a regroupé ensemble ou vous êtes comment? Il disait quoi? On est regroupés, et il est là, il n'est pas méchant quand même. Il disait qu'il ne faut pas qu'on s'approche de lui. On est entre les deux réunions. Bon, ils ont dit, bon, préparez-vous, on est en train de préparer les shows. Bon, moi, ils m'ont demandé, est-ce que vous connaissez sur les plans où ça se trouve les otages? Parce qu'ils ont dit qu'ils sont entre les deux réunions pistage et l'autre réunion de vin. Ça se trouve où sur tes plans? Moi, j'ai montré, je disais, ouais, ça se trouve là. Bon, ils ont dit, voilà, on va préparer le show. Après, j'ai même proposé, est-ce que je peux rentrer à la maison? Ils ont dit, non, il faut rester avec nous jusqu'à la fin du show. J'ai resté là jusqu'à 18h. Moi, je suis sorti du magasin, il était 14h, mais quand même, je suis resté avec les policiers jusqu'à 18h. Quand ils ont libéré tous les otages, je demande tout le monde où est l'autre, où est l'autre. Quand je suis arrivé, mon collègue qui est décédé, je vois tout le monde qui commence à pleurer. Il disait que c'est lui qui a pris les premières balles. Bon. C'est là que je suis sans mort. Sinon, voilà. Le titre de votre livre est « Je ne suis pas un héros ». Pourquoi vous n'acceptez pas qu'on vous nomme le héros? Bon, pour moi, les gestes que j'ai faits, c'est juste un acte naturel, quoi, parce que nous, on vit comme ça en Afrique. Aider d'autres personnes, c'est
c'est pas nouveau, quoi. C'est pas quelque chose de nouveau. Nous, on a vécu comme ça, on grandit comme ça. Même la religion musulmane, si on voit d'autres personnes qui n'aiment pas bien, on est là pour aider d'autres personnes. Bon, là, il veut me mettre ces titres, que je suis un héros. Je disais non, moi je n'accepte pas, je ne suis pas un héros, je fais juste un acte normal. Et je n'acceptais pas d'être héros. C'est pour ça que j'ai fait un titre, je ne suis pas un héros. D'accord. Et le 13 novembre, vous n'étiez pas loin du Bataclan. Qu'est-ce que ça vous a fait Enfin, vous êtes senti concerné de cette nouvelle attaque? Ouais, parce que au début, j'habitais dans le 9e après l'attaque des hypercassières. J'habitais dans le 9e. Je suis déménagé dans le 11e, je crois, trois mois. J'étais vraiment pas loin des Bataclan. J'étais dans le secteur. Quand je suis sorti, même en sortant pour aller manger, j'ai vu tous les spectateurs des Bataclan qui commencent à rentrer au Bataclan. Nous, on est partis manger République, au retour des Républiques. Il y avait match de Paris-Allemagne. Nous, on n'a même pas regardé le match, on est parti manger. C'était trop que les matchs étaient finis. Sur les boulevards même, on a dépassé les pompiers qui sont arrivés, on a dépassé. Nous, on croit que c'était juste un accident. On continue à marcher on était presque 100 mètres des Bataclan. On reçoit un groupe de jeunes qui commencent à courir vers nous. Courir, c'est une attaque terrorisme. Nous, on n'avait rien compris, mais on commence à avancer encore parce qu'il y a une petite rue. Nous, on veut juste rentrer chez nous parce qu'à ce temps, j'ai reçu beaucoup d'amis aussi qui sont venus faire le week-end chez moi. Bon, je disais, allez-y vite fait avant que les policiers commencent à bloquer les quartiers. On a avancé. Les terroristes, ils sont juste devant le Bataclan. On entend, ils sont en train de tirer les gens dehors. On entend que des tirs. Nous, on a fait tous les tours pour venir chez nous. Quand on est arrivé d'autre côté aussi, ils ont dit qu'il y a un autre café aussi qui a été attaqué. Du coup, on était entre le café et des Bataclan. À ce moment que les policiers ils sont arrivés, il y avait un café qui était là, ils nous ont mis tous dedans, ils nous ont dit rentrer ici. On était rentrés dans un café jusqu'à 5 h du matin. On n'est pas pu rentrer chez nous jusqu'à la fin des problèmes, jusqu'à 5 h du matin. D'accord. Et après les attentats, on vous a accordé la nationalité française. Comment vous avez vécu la cérémonie avec près de François Hollande et de Manuel Valls? Bon, c'était dire, hein, parce que les membres du gouvernement, nous on voit la télé comme ça, mais moi j'ai vu ça. C'est quelque chose, j'étais un peu stressé, mais j'étais un peu peur aussi parce que je ne suis pas habitué à ça. Mais parce que moi je suis assuré que parce que avant l'attaque, j'avais fait une démarche de naturalisation 6 mois après. Après l'attentat du 9 janvier, le 10, le président il m'a appelé presque 5 fois sur mon téléphone. Avant, je ne réponds même pas au téléphone parce que mon téléphone, ça sonne, ça n'arrête pas. Je ne réponds pas. Mais comme par hasard, j'étais invité, tous les gens des hypercassières, ils nous ont invités au bureau pour nous donner des explications pour l'ouverture d'autres magasins. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai commencé à écouter les messages. Le secrétariat, il me disait, M. Batili, c'est le président de la République qui souhaitait vous parler. Je n'ai rien compris. Bah après, j'ai dit, c'est pas possible. Après, j'ai mis mon téléphone. Quand même, j'ai insisté les réunions. Quand j'étais dans la réunion, mon téléphone s'est sonné, je vois 01. Je suis sorti, j'ai répondu. Après, j'ai tombé sur la secrétaire. Elle me disait que le président de la République souhaiterait vous parler depuis ce matin et on n'arrive pas de vous joindre. Est-ce que vous ne quittez pas, je vous le passe. Quand il m'a passé, je ne sais même pas quoi dire. J'étais au téléphone, presque, on est resté au téléphone jusqu'à, c'est pas 30 minutes au téléphone. Il me demande ce qui s'est passé, quel rôle que je fais. Est-ce que j'ai entendu aussi, il a entendu aussi que j'avais une petite séjour, même pas 10 ans, 1 an. Vous avez fait une démarche de nationalité. Bon, vous inquiétez pas, c'est mon équipe. Au bout de même pas 15 jours, la cérémonie. Bon, pour moi, c'est quelque chose d'ordinaire. C'est récompense, quoi. Ils m'ont récompensé ce que j'ai fait. Pour moi, c'est une fierté. Que représente la France pour vous? Bon, la France, pour moi, c'est un pays d'accueil. C'est un pays d'accueil. Tous les gens rêvent de venir en France.
Sauf que c'est vrai que maintenant, c'est un peu compliqué avec tout ce qui se passe maintenant. C'est pas que la France, c'est presque toute l'Europe qui est un peu compliqué avec tout ce qui se passe au niveau du nouveau mondial, quoi. Tous les attaques, tous les problèmes politiques. Bon, actuellement, c'est un peu compliqué, hein. Sinon, la France, c'était un pays de droits de l'homme. Mais là, souvent, quand on regarde souvent les problèmes des immigrations, souvent il y a beaucoup de gens qui parlent sur ça, et qui ne connaissent même pas les sujets. Ils disaient, ils ont vraiment même peur des immigrés. Quand tu arrives comme ça, quand ils voient que c'est un immigré, ils tournent le dos. Pour moi, c'est pas ça. C'est vrai que chacun a son problème, quoi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont fuis de la guerre. Il y a beaucoup de gens aussi qui sont venus par la corruption de leur pays, leur gouvernement, ils font rien pour les jeunesse. Bon, c'est pour ça que tous les jeunes commencent à venir par Europe. Je sais que c'est pas compliqué, c'est pas facile pour nous, les immigrés, surtout ceux qui vont arriver maintenant, ça va pas être facile pour eux. Pourquoi vous dites ça? Qu'est-ce qui vous fait dire ça plutôt? Ben, parce que quand je regarde les immigrés qui venaient maintenant en Europe, avant c'était... Ils donnent tout de suite comment ça s'appelle, le logement, mais maintenant c'est compliqué. Même tout ce qu'on voit sur la télé, les Calais, même Paris, il y a des gens qui dorment dehors, il y a des gens qui sont dans la rue, qui demandent, ils demandent de l'argent dans la rue, des trucs comme ça. Mais au début, il y a des, comment ça s'appelle, il y a des aides. Quand les jeunes commencent à venir, il y a des aides pour voir, comment ça s'appelle, une vie meilleure. Mais maintenant, c'est compliqué. C'est pas comme avant. Dans un passage dans le livre, vous racontez que le second voyage que vous avez fait au Mali, en fait, vous avez essayé à plusieurs fois d'avoir un rendez-vous avec le président malien et que vous n'avez pas réussi. Et en fait, après les attentats, la deuxième fois que vous êtes parti au Mali, l'accueil que vous avez reçu, c'était pas la même façon que le premier. Est-ce que vous pensez que le premier accueil que vous avez reçu, c'était un accueil plutôt politique? Ouais, c'est plutôt politique, hein. Moi, c'est ça que je disais, parce que premier accueil, et même moi, je ne pense même pas que ça va être comme ça. Moi, je crois que c'était un problème. Je vais aller profiter avec ma famille. Mais quand je suis arrivé à l'aéroport, j'ai vu les membres du gouvernement, tous les officiers qui m'attendent à l'aéroport. Bon, la dernière fois, c'était l'ambassadeur qui m'a invité. C'est vrai, l'ambassadeur, il est venu me récupérer à l'aéroport. Mais quand même, j'ai souhaité voir les présidents après l'invitation. Mais ce n'était pas comme avant, parce qu'avant, c'était le protocole des présidents qui s'occupent des rendez-vous. Quand j'appelais le protocole, ils disaient que non, ce n'est pas lui qui s'occupe de ça, c'était maintenant le ministre du Malien d'extérieur qui s'occupe de ça. Ils avaient son numéro aussi. Ils avaient envoyé un mail d'abord, il ne m'a pas répondu, ils avaient appelé sur son numéro. Ils disaient non, M. Batili, pour l'instant, on ne peut pas avoir le rendez-vous, mais quand même, avant ton retour, on va avoir un rendez-vous. Ils disaient ok, il n'y a pas de problème. J'avais dit que je pars au village, mais avant mon retour, c'est possible d'avoir un rendez-vous. Il me disait non, il n'y a pas de problème. À ton retour, sans problème, tu vas voir les présidents de la République. Quand je suis arrivé à Bamako, avant mon retour à Paris, j'ai appelé encore. Alors c'est bon. Il me disait demain, tu me rappelles. Demain, j'appelle. Est-ce que c'est bon? Il me disait que l'après-demain. Tu vois, il me fait tourner au rond, quoi. Il me disait jamais la vérité. Il disait tout le temps des choses pas vraies. Bon, je disais, ok, bon, c'est pas grave. Bon, quand le président est venu visiter officiel à Paris, ici, en France, plutôt, il est venu à Paris. Quand il est venu à Paris, j'ai vu, j'étais invité par le président de la République. Le ministre qui me fait tourner d'eau, il est venu avec grand sourire, mais il croit qu'il devait faire la tête. Je me disais, ouais, on se serre la main. Je disais que bon, de toute façon, c'est comme ça en Afrique. Hein. Je ne sais pas, tous les pays sont comme ça, mais au Mali, quand même, on voit que le premier accueil, c'est vrai que c'était ça, mais c'est juste politique. Et moi, je n'ai pas besoin de voter pour politique. Hein. Parce qu'on voit beaucoup de jeunes qui crèvent de faim, qui n'ont pas l'avenir, qui n'ont rien, ils n'ont même pas des trucs pour aller à l'école.
Vous faites jouer des vous malins. Je disais que ça ne marche pas avec moi.